Bonjour, donc aujourd'hui on va continuer dans le chapitre 2, partie 2. On va parler cette fois-ci des attaques réseau et des attaques web. Donc une attaque réseau est une attaque via le cyberespace qui cible l'utilisation du cyberespace par une entreprise dans le but de perturber, désactiver, de détruire ou de contrôler de manière malveillante un environnement ou une infrastructure informatique ou de détruire l'intégrité des données ou de voler des informations contrôlées. Les attaques réseau sont des actions non autorisées sur les actifs numériques au sein d'un réseau organisationnel. Alors, quand on parle d'actifs, on parle de tout ce qui est finalement, que ce soit du matériel ou des données, des logiciels. Donc, c'est ce qu'on veut dire par actif numérique. Les parties malveillantes exécutent généralement des attaques réseau pour modifier, détruire ou voler des données privées. Et les attaquants ont tendance à cibler les périmètres du réseau pour accéder au système interne. Donc les attaques réseau, en fait, il en existe deux types principalement. Ce sont les attaques passives et les attaques actives. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par une attaque passive? Donc dans les attaques réseau passives, les attaquants vont obtenir un accès non autorisé au réseau, surveillent et volent des données privées sans effectuer de modification. Dans l'attaque passive, il n'y a pas de modification. Tandis que dans l'attaque active, là, on va avoir modification, chiffrement ou endommagement des données. Donc, parmi les attaques réseau, on va parler du déni de service. Donc, le déni de service est une attaque destinée à empêcher l'utilisation d'une machine ou d'un service. Il est souvent plus facile de paralyser un réseau ou un système, en fait, que d'en obtenir l'accès. Par exemple, en faisant du tarissement de ressources. Alors, on a plusieurs types de DOS, ou plutôt il y en a deux, en grosso modo. On a le DOS local, qui va se faire par épuisement des ressources, en faisant de la saturation de l'espace disque, créer des répertoires récursifs, des boucles infinies de fork, et ainsi de suite, ou le DOS par le réseau. Là, on va parler plutôt de consommation de la bande passante. Donc, par exemple, en faisant des attaques qui vont utiliser le réassemblage de fragments, comme l'attaque de teardrop, où vous allez avoir dans la fragmentation, normalement, vous allez avoir chaque fragment son offset et à la fin du fragment précédent. Dans une attaque de teardrop, vous allez avoir l'offset du fragment suivant va être au milieu du fragment précédent, par exemple. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un écrasement d'une partie des données du premier fragment. Le ping of death est une attaque qui utilise les paquets ping, donc l'ICMP, où à la place, on sait que la taille maximum d'un paquet IP est de 65 535, en fait, ou plutôt 65 536 octets, puisque c'est 2 à la puissance 16 moins 1, de 0 à 2 à la puissance 16 moins 1. Et ce qui se passait auparavant, c'est que lorsqu'on avait un attaquant pouvait créer plusieurs fragments qui faisaient que lors du réassemblage de ces fragments ping, ça va dépasser la taille maximum d'un paquet IP. Or, la gestion de ces paquets-là, à la destination, quand il essayait de réassembler, comme ce n'était pas géré par l'implémentation de la pile protocolaire, il y avait un déni de service qui se passait. Donc, voilà ce qui se passait. Chose qui ne fonctionne plus. Le ping of death ne fonctionne plus. Utiliser des flags TCP illégaux, faire du SYN-FLOOD, et ainsi de suite. Alors, SYN-FLOOD, c'est l'envoi de paquets SYN sans arrêt. Donc, une inondation avec des paquets TCP SYN. Pour rappel, un paquet TCP SYN, c'est un paquet qui va faire une demande de synchronisation, demande de connexion. Et qui dit demande de synchronisation, dit que de l'autre côté, le destinataire va réserver de la ressource pour cette communication. Donc, il va y avoir un buffer qui va être réservé pour la communication. Donc, si il y a
plus de... il y a beaucoup de paquets SYN qui arrivent. Lui, il va faire de la réservation de mémoire et de ressources pour chacun de ces SYN qui est arrivé. Et à un certain moment, il va finir par ne plus avoir de ressources. Et donc, il va y avoir le réseau. En fait, soit il y a deux possibilités. Soit c'est au niveau de la machine elle-même, elle n'a plus de ressources mémoire pour réserver de la mémoire pour les signes qui arrivent, pour les demandes de connexion. Soit c'est au niveau de la bande passante. Donc là, on va avoir si la bande passante de l'attaquant est supérieure à la bande passante de la victime, vous allez avoir beaucoup plus de signes qui vont arriver venant de l'attaquant que ce que la bande passante de la victime peut supporter. Et donc, les clients normaux, entre guillemets, ne vont plus pouvoir se connecter à ce service et on va se retrouver avec un déni de service, justement. On a ensuite les DDoS. Donc le DDoS, ou déni de service distribué, est similaire au DOS, sauf que l'attaque va utiliser plusieurs machines contre une seule organisation. On a un exemple comme dans ce schéma. Ici, vous allez avoir un attaquant qui va avoir une machine qui va contrôler d'autres machines qu'on appelle des zombies. Et ces zombies-là vont envoyer en même temps des paquets à la victime. Donc des requêtes à la victime ou des paquets en général à la victime. Et c'est parce qu'on a plusieurs machines qui vont envoyer en même temps des paquets à la victime qu'on va parler de déni de service distribué. Alors ça, c'est un exemple où vous avez l'attaquant qui a le contrôle sur des machines qui sont elles-mêmes des victimes de cet attaquant d'une autre manière. Puisque on parle de machines zombies, ici c'est des machines qui ont un programme, un logiciel malveillant qui est installé à l'intérieur et qui reçoit des commandes venant de l'attaquant, de la machine ou du serveur de l'attaquant, et donc il peut faire avec ce qu'il veut. Ensuite, on va avoir l'attaque de l'homme du milieu. Donc, dans l'attaque de l'homme du milieu, alors ici, quand on parle de homme, on parle de homme humain, pas de homme. Donc, ça devrait être un homme avec grand H, mais bon. Donc, lorsqu'un pirate prend le contrôle d'un équipement du réseau et qu'il se place au milieu d'une communication, c'est ce qu'on veut dire par l'attaque de l'homme du milieu. Et ce type d'attaque va permettre à l'attaquant d'écouter les communications et aussi de les modifier. On a aussi les attaques de type IP spoofing. L'IP spoofing est une attaque où l'attaquant va se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc le spoofing de l'adresse IP se fait en modifiant l'adresse IP source dans l'entête des paquets IP avec l'adresse d'une autre machine. Et le but, finalement, c'est de faire croire que les données viennent d'un hôte de confiance alors qu'il ne l'est pas, en spoofant l'adresse IP de l'hôte émetteur. Ensuite, on a le DNS spoofing ou DNS poisoning. C'est aussi la même idée que l'IP spoofing. En d'autres termes, il va faire croire que la réponse DNS vient de l'attaquant, que c'est le serveur DNS normal, et pour faire croire qu'il reçoit une réponse valide à une requête qu'il a effectuée. Alors, il y a une petite différence entre le DNS spoofing où là, si on spoof un DNS, ça veut dire qu'on se fait passer pour un serveur DNS, que l'attaquant va se faire passer pour un serveur DNS pour répondre à une requête DNS. Et le DNS poisoning, en fait, c'est d'empoisonner les enregistrements DNS qui se trouvent dans la table DNS, si on peut
appeler ça comme ça. Donc vous savez que dans un serveur DNS, il va y avoir des enregistrements DNS, où dans chaque enregistrement, vous allez avoir, selon le type d'enregistrement, par exemple, celui que vous avez sûrement dû voir auparavant, c'est les enregistrements de type A, où vous allez avoir pour un nom de domaine une adresse IP. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que soit on va se faire passer, l'attaquant va se faire passer pour un serveur DNS et répondre à une requête avec une autre adresse IP pour ce nom de domaine, et cette adresse IP va être une adresse IP que l'attaquant possède, hein, ou contrôle, et donc ça c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est d'empoisonner un serveur, les enregistrements d'un serveur DNS, pour que cette réponse-là, donc cet enregistrement pour un nom de domaine particulier, une adresse IP qui n'est pas la véritable adresse IP de ce nom de domaine. Et donc, tous ceux qui vont envoyer une requête à ce serveur DNS en particulier vont avoir un enregistrement qui est faux. Et donc, voilà finalement ce qui va se retrouver. Alors, on a plein d'autres attaques réseau, mais on va s'arrêter là pour les attaques réseau qu'on va voir, hein. Donc on va parler maintenant des attaques web. Alors, chaque fois que des informations sont saisies dans une application web, une requête est lancée pour générer une réponse. Ça, c'est quelque chose que vous avez dû voir auparavant, même si vous ne l'avez pas vu. Quand vous ouvrez le navigateur et que vous mettez dans la barre d'URL un nom de domaine, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir, en fait, l'envoi d'une requête vers le serveur, et le serveur va répondre à cette requête. Donc, lancer la requête, générer une réponse relative à la requête qui a été envoyée. Donc, les attaques web font référence aux menaces qui ciblent les vulnérabilités des applications web. Il existe plusieurs attaques web, parmi elles les injections SQL, les injections XSS, les IDOR, les attaques sur l'authentification, l'attaque de Directory Traversal, et j'en passe. Donc, dans ce on va voir ces attaques-là en particulier, dans ce qui suit, et on va voir aussi l'OWASP Top 10, qui sont les 10 attaques les plus utilisées dans tout ce qui est web. Alors, l'injection SQL, c'est quoi? C'est une méthode qui est utilisée pour exploiter les sites web qui utilisent des bases de données pour servir leurs utilisateurs. Le fonctionnement d'une SQLI va être le suivant. Une attaque de type SQL injection utilise une requête SQL envoyée par le client à une base de données sur le serveur. La commande est insérée ou injectée dans un plan de données à la place d'autre chose qui est normalement inséré, et le serveur qui héberge la base de données va exécuter ensuite cette commande, ce qui va compromettre les systèmes. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un site web ou une application web qui va faire appel à une base de données? Il va y avoir, généralement, vous allez remplir un champ, hein, où vous allez envoyer une requête web au serveur web, et dans cette requête, il va y avoir des informations qui vont être, qui vont être utilisées pour créer une requête SQL et l'envoyer à la base de données pour ensuite avoir une réponse. Alors, dans une injection SQL, finalement, qu'est-ce qui va se passer? L'attaquant, dans les champs des informations qu'il est censé envoyer au serveur web, il va utiliser des éléments bien particuliers pour créer une injection. Et donc, pour modifier la requête SQL de base et pouvoir avoir des informations de la base de données qu'il n'est pas censé avoir. Donc, si une injection SQL réussit, plusieurs choses peuvent se produire. Parmi elles, on a la divulgation de données sensibles, la modification ou la suppression de données importantes. En plus de cela, un attaquant peut exécuter des opérations d'administrateur comme une commande d'arrêt qui peut interrompre la fonction de la base de données, entre autres.
Donc si on veut se protéger de ce type d'attaque, on a plusieurs éléments qui peuvent être utilisés. Alors, l'un d'entre eux, c'est quand on va avoir le site web, en fait, l'application web ou le site web qui va se connecter à la base de données, on va lui donner utiliser un modèle de moindre privilège, donc il aura certains privilèges. On va aussi faire en sorte que certaines commandes SQL ne puissent pas être utilisées par le serveur web, du moins par une requête normale, hein. Et donc, on va pouvoir aussi créer ce qu'on appelle des requêtes SQL paramétrées. Donc, c'est des types de requêtes SQL, toujours, où les paramètres sont bien définis. Et donc, même si un attaquant va essayer de modifier cela, ça va être nettoyé et rejeté au niveau de lorsqu'il va y avoir finalement la réception de la requête. Donc, si on regarde un exemple d'injection SQL, ici, imaginons qu'on va avoir quelqu'un qui veut se loguer comme étant sur un site web ou dans une application. Il va mettre son identifiant et son mot de passe et il va se loguer. Ça, c'est la fonction normale. Ici, un attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il voudrait se loguer en tant qu'administrateur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier l'identifiant et il va mettre, comme ici, admin cut or cut 1 cut égale cut 1 et puis quelque chose dans le mot de passe. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui va être pris ici de admin jusqu'à ce 1 là, sans la cote, c'est ce qui était dans le champ identifiant. Et donc ce qu'on va voir, avant il y avait donc la cote qui est là, elle existait dans la requête SQL de base qui est finalement dans le back-end, et cette cote là aussi, tandis que ce end password, et bon ça c'est ce qu'on a mis dans le champ password, va être dans la suite de la requête. Donc finalement quand on va évaluer qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir cette requête SQL, il va y avoir l'évaluation de la condition where username égale admin or 1 égale 1 and password égale démo. Et pour cela, ce qu'on va retrouver, on sait que le mot de passe égale démo est faux. Par contre, on va retrouver que 1 égale à 1, c'est toujours vrai. Hein, et donc, on va avoir le vrai et faux va nous donner faux. C'est de la logique booléenne. Le username égale admin. S'il y a un nom d'utilisateur dans la base de données qui s'appelle admin, alors ça veut dire que c'est vrai. Et donc on va avoir un OR. Et on sait que vrai ou faux, ça nous donne vrai. Et donc cette requête va retourner vrai. Le tout qui est là va retourner vrai. Et donc ça va permettre finalement pour l'attaquant de se connecter en tant qu'administrateur à l'application ou au site web, au portail, grosso modo. Donc ça, c'est un exemple d'injection SQL. Hein. Il y en a plein d'autres. Les injections XSS, lors d'une attaque XSS, en fait, un attaquant va transmettre des scripts malveillants à l'aide d'un contenu cliquable envoyé au navigateur de la cible. Lorsque la victime clique sur le contenu, le script est utilisé et comme l'utilisateur a déjà une session ouverte sur l'application ou le site web, ce qu'il va entrer est considéré comme légitime. Et le script exécuté a été modifié par l'attaquant, ce qui va entraîner l'exécution d'une action involontaire de l'utilisateur. Alors, généralement, quand on va faire de l'injection XSS, on va utiliser des scripts JavaScript. Donc on va utiliser du JavaScript pour faire quelque chose, que ce soit récupérer des cookies ou autre. Alors en cours, j'avais expliqué
rapidement comment on pouvait créer un pop-up en utilisant les barres. Donc on va mettre script des deux côtés et à l'intérieur alerte avec entre parenthèses et entre guillemets XSS, hein, c'est juste pour voir. Et donc si vous rajoutez ce script là dans un champ du site web, ça dépend, hein, ou là où il y a la vulnérabilité XSS, quand vous allez réouvrir cette page, on va avoir un pop-up avec XSS écrit dessus à cause du script qu'on aura mis à l'intérieur. Donc, voilà un exemple d'injection XSS. Ensuite, on a les IDOR ou Insecure Direct Object Reference. C'est une vulnérabilité qui a un problème de contrôle de droit, donc droit d'accès, qui va apparaître lorsqu'une référence directe à un objet peut être contrôlée par un utilisateur. Donc ce type de vulnérabilité, il permet de s'accorder des privilèges de façon horizontale. J'ai certains privilèges, je vais pouvoir accéder à un autre compte qui a les mêmes privilèges que moi, par exemple. Et dans de rares cas, élever ces privilèges. Par exemple, si je suis utilisateur simple, je élève mes privilèges, ça voudrait dire que je vais être, par exemple, un utilisateur de type administrateur ou root. Donc, exemple de cela, si vous regardez ici, vous avez l'accès à la facture est avec un numéro 002546. Ça voudrait dire que peut-être si je change le numéro, je pourrais accéder à une facture qui n'est pas la mienne. Et donc là, on va se retrouver sur une vulnérabilité de type IDOR. Un autre exemple, si on regarde cette image, vous voyez comme quoi je peux accéder à un compte bancaire et que vous avez l'identifiant ici, c'est un numéro simple. Donc il est possible que si je change ce numéro par un autre numéro, je pourrais accéder au compte de quelqu'un d'autre. Et effectivement, si on a une vulnérabilité IDOR et que je change ce numéro vers un autre numéro qui n'est pas le mien, je vais me retrouver sur le compte de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, c'est un gros problème, finalement, pour imaginer que si votre banque avait ce problème-là. On a d'autres types d'attaques, comme les attaques sur l'authentification, et là, on va avoir deux types en particulier, hein, il y en a, c'est les attaques par brute force et les attaques par dictionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par une attaque par brute force? Ici, le mot brute, en fait, ça vient de la méthodologie brute, ou bien, en fait, c'est une méthodologie qui est simple, qui est employée par l'attaquant. Ici, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer tous les mots de passe possibles sans les uns après les autres. Par exemple, si je vous dis que le mot de passe il est sur 4 positions, et que c'est que des lettres, il va essayer A, ensuite A, B, ensuite A, C, ainsi de suite, et essayer toutes les combinaisons possibles jusqu'à arriver au bon mot de passe. Tandis que l'attaque par dictionnaire, en fait, il va y avoir un ensemble ou un dictionnaire. Alors, quand on parle de dictionnaire, on ne parle pas du dictionnaire Larousse ou autre, hein, ou le Menjed, mais on parle en fait, ici, le dictionnaire, c'est un fichier où vous allez avoir à l'intérieur des mots de passe qui ont pu être utilisés par d'autres, par des utilisateurs, qui sont des mots de passe qui sont souvent utilisés. Par exemple, parmi les mots de passe qui sont souvent utilisés, vous allez avoir le 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous allez avoir AZERTY pour les francophones, vous allez avoir QWERTY est aussi un mot de passe qui est utilisé chez les anglophones, vous allez avoir password, qui est aussi un mot de passe qui est utilisé par les gens,
et ainsi de suite. Donc ce genre d'éléments qui sont souvent utilisés par les utilisateurs lors de la création de leur mot de passe. Et la différence entre les deux, c'est que avec une attaque brute force, s'il n'y a pas de verrouillage, hein, s'il n'y a aucune au niveau de la victime, s'il n'y a rien qui va arrêter cette attaque, à un moment ou à un autre, l'attaquant va trouver le mot de passe. Maintenant, le temps nécessaire pour trouver le mot de passe va dépendre de la taille du mot de passe, à quel point le mot de passe est compliqué, et aussi la vitesse de traitement de l'attaquant, et ainsi de suite. Tandis que l'attaque par dictionnaire, vous pouvez passer en revue tout le fichier que vous avez, donc tout le dictionnaire que vous avez préparé, que vous avez récupéré, et le mot de passe ne va pas être à l'intérieur parce que la victime a utilisé un mot de passe différent des mots de passe qu'il y a dans ce fichier-là. Donc, dans les deux cas, une des manières pour éviter ce genre d'attaque, quand on est sur, par exemple, un portail d'authentification dans une application web ou sur un site web, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est la limitation du nombre de possibilités. Donc si vous regardez, par exemple, vous avez souvent, on vous donne 3 mots de passe erronés avant de vous bloquer le compte pour en fait, vous empêcher de vous authentifier pour 24 heures, par exemple. Donc ça va limiter la possibilité d'utiliser ce genre d'attaque de manière efficace. Ensuite, on a le Directory Traversal. Donc les attaques de traversée de répertoire, comme appelé en français, ciblent le dossier racine web pour accéder à des fichiers ou répertoires non autorisés, en dehors du dossier ciblé. Donc l'attaquant tente d'injecter des modèles de déplacement dans le répertoire du serveur pour remonter dans la hiérarchie. Une traversée de chemin réussie peut compromettre l'accès au site, les fichiers de configuration, les bases de données et d'autres sites web et fichiers sur le même serveur physique. Alors si on regarde finalement comment ça se passe, généralement quand vous allez accéder à un site web, imaginons que vous voulez accéder à un fichier sur une application web ou un site web, qu'est-ce que vous allez avoir? Il va y avoir l'envoi d'une requête. Voilà. Ici, vous avez la requête file égale le nom du fichier. Hein. Et lorsque la requête arrive, il va y avoir récupération d'abord du fichier get.php et ensuite récupération de ce fichier. Puis, il va envoyer ce fichier à celui qui a envoyé la requête. Maintenant, un attaquant, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de passer de cet endroit, parce que normalement, cette requête, file égale, elle va récupérer des fichiers dans le dossier CV, dans cet exemple. Donc, il va essayer de passer de ce dossier-là vers quelque part dans la racine pour arriver à un certain type de fichier. Donc, pour cela, comme ici, on est comme dans Linux, hein, on va mettre 2./ pour remonter d'un niveau, encore 2./ pour remonter d'un autre niveau, 2./ pour remonter d'un autre niveau, 2./ pour remonter encore d'un niveau, et ensuite, maintenant, on va pouvoir rentrer dans ETC. Et dans ETC, on va récupérer un fichier. Alors, dans cet exemple, le fichier qui a été récupéré, c'est le passwd. Le fichier passwd, c'est un fichier Linux qui va se trouver dans tous les systèmes Linux où il va y avoir non pas le mot de passe, mais les identifiants, les noms des utilisateurs qui existent, hein, les noms des comptes Linux qui existent. Par exemple, root, par exemple, je sais pas, quel que soit le nom d'utilisateur que vous avez créé. Et certaines autres informations. Si on veut récupérer des informations sur le mot de passe, c'est pas dans le fichier passwd, mais c'est dans le fichier shadow.
Donc toujours ETC, dans le dossier ETC, vous allez avoir un fichier qui va s'appeler Shadow, S-H-A-D-O-W. Il va y avoir à l'intérieur pour chaque nom d'utilisateur, non pas le mot de passe directement, mais le hash du mot de passe. Donc, qui va permettre d'une certaine manière de récupérer le mot de passe si le mot de passe n'est pas suffisamment compliqué, dirons-nous. Et grosso modo, comme je vous avais dit, c'est pas les seules attaques qui existent, on en a plein d'autres. Et parmi elles, vous avez l'OWASP qui est pour Open Web App Security et je sais plus quoi, hein, qui va être une organisation qui va lister entre autres le top 10 des attaques web qui ont été répertoriées au courant des années précédentes. Donc ici, le dernier, c'est celui de 2021, si je me rappelle bien. Donc l'OWASP Top 10, c'est un projet qui a commencé en 2023. Et l'Open Web Application Security Project, voilà, c'est Project, maintient une liste régulièrement mise à jour des problèmes de sécurité des applications web les plus urgents. Il va présenter le top 10 des risques les plus critiques auxquels sont confrontées les organisations. Et dans la dernière itération de l'OWASP Top 10, donc celui de 2021, vous allez retrouver le contrôle d'accès brisé. Par exemple, LIDAR fait partie de ce type de problématique. La défaillance cryptographique, donc on a un problème de chiffrement. Les injections SQL, injections XSS en font partie. Les conceptions non sécurisées, donc si on a une application web qui est à la base, qui a des défauts sur la sécurisation dès la conception, on va avoir un problème au final. Une mauvaise configuration de sécurité qui peut laisser paraître finalement des vulnérabilités, des composants vulnérables ou obsolètes. Imaginons que maintenant on est à la version 8.4 de PHP et si vous utilisez la version 5 de PHP, il va sans dire que finalement elle est vulnérable à certaines attaques. Défaillance d'identification et d'authentification, défaillance d'intégrité des logiciels et des données, défaillance de journalisation et de surveillance de sécurité. Comme on vous dit, si on ne journalise pas finalement les problèmes, les événements, on ne va pas savoir qu'il y a un problème. Une autre manière de dire, je vais faire un exemple de la vie réelle. Si vous n'avez pas de caméra de sécurité, vous ne pouvez pas savoir si quelqu'un est rentré chez vous ou dans votre entreprise, dans votre organisation, sans par une méthode auquel il ne devrait pas avoir lieu. Donc parce qu'il y a un problème de sécurité autre part. Par exemple, il y a un trou dans un mur. La falsification de requêtes côté serveur, c'est les SSRF. Bon. Si vous voulez les voir plus en détail, vous pouvez aller sur le site de l'OWASP. Il y a des explications bien détaillées pour chacune de ces vulnérabilités web ou de ces problèmes web. Et il y a aussi détaillé comment s'en prémunir, donc comment faire en sorte de ne pas avoir ces problèmes-là sur sa propre application web, par exemple. Et donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye!